l'humain, de ceci ou cela, que d'autres, parce qu'il y en a, quand il y a des débats qui se font, ils peuvent donner l'impression que c'est eux qui innovent, qui inventent des concepts ou des visions. Alors après, il appartient à chacun de développer son marketing politique, hein. C'est ce que j'ai envie de dire à la fin Wakili. Xavier Kogno. Je vais juste revenir sur un élément, parce que nous sommes suivis. Voilà, par rapport à ce que à la fin Wakili a relevé tout à l'heure. Sur la comparaison bio-Yassine, pas de fixation, mais il faut relever ce qui n'a pas été dit par moi et qui a été insinué. Rapidement, avant de revenir à la question des programmes de société des différents partis politiques. Voilà, j'ai fait le parallèle entre M. Bion et M. Yassé. Au niveau de la trajectoire politique, en fin de trajectoire, je l'ai dit, M. Yassé est désigné comme dauphin depuis les indépendances jusqu'à 80, qui pensait que le taux lui revenait. C'est à ce niveau-là que je fais la comparaison avec Bion. Bion lance des balles d'essai depuis Bédier. Une fois Bédier parti, il estime que le taux lui revient. C'est à ce niveau-là que la comparaison intervient. Alors, comme Philippe Grégoire Yassé, qui écarté, va s'allier à l'adversaire de Bédier, une fois Foubani mort, Bion va également, par ce tact, par sa candidature. Hier, il était sur votre plateau, il a dit qu'il était PDCI. Mais quel est ce candidat qui va à l'encontre de ce que le parti a décidé? Son président a été élu à 2 reprises. Il dit demeurer PDCI et aller contre, comment on appelle, ce que le PDCI a suivi. Il ne peut pas faire de fixation, mais bon. Je pense que vous faire la précision. Voilà, ça a été bien entendu. Maintenant que c'est fait, à présent, au niveau des programmes de société, le contenu des programmes. Je pense que le président Lassé, il a dit, une fois que les candidatures sont ouvertes à la réalité pour les initiés, c'est déjà fini. Parce que le programme, il se fait depuis toujours. Depuis toujours, vous prenez les partis classiques, je crois que leurs programmes sont sûrs, leurs militants, leurs communicants en parlent chaque fois. Mais on a eu cette année la malchance d'avoir un environnement plombé par les questions juridico-judiciaires, je vais parler comme ça, qui ont fait qu'on n'a pas eu le temps, voilà, de déployer pour certains. J'ai l'impression que c'est chaque 5 ans en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ça met aussi l'accent sur la nécessité d'avoir un pays où les lois sont vraiment respectées, un pays où on ne fait pas d'exclusion, un pays où le citoyen est libre, un pays où le citoyen peut faire la politique sans peur d'avoir, on va dire, dans les pieds, des bâtons qui ne vont pas lui faciliter la tâche. Très bien. Voilà. Noubou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Vous nous avez fait une infidélité en début d'émission, mais bon, on peut comprendre qu'il y a eu... C'est Dame Nature. C'est Dame Nature, d'accord. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver. On s'est prêté à marquer une courte pause. Excusez-moi. Et on se retrouve juste après. Le service de gestion des données géoscientifiques de la SODEMI existe depuis 1962. Grâce au travail des femmes et des hommes de la SODEMI et grâce à un matériel de pointe, chaque année, plus de 160 compagnies dans le domaine minier sollicitent ce service. SODEMI, plus de 60 ans au cœur du développement minier de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le Quadraloso qui mange à table avec ma voix. Si quelqu'un veut prendre la parole, il n'a qu'à prendre. Voilà. Bien fait. Et tu connais les équipes fortes du moment. Nombre de cartons jaunes, si j'ai un pour tu les paries jamais en Kawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneXBet, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. En spécial, Jar Industrie à vous couper le souffle. Des logements confortables, moins chers, livrés clé en main. Offrez-vous une villa 3. Ça ouvre. Vous prenez les partis classiques, je crois que leurs programmes sont sûrs, leurs militants, leurs communicants en parlent chaque fois. Mais on a eu cette année
la malchance d'avoir un environnement plombé par les questions juridico-judiciaires, je vais parler comme ça, qui ont fait que on n'a pas eu le temps, voilà, de déployer pour certains. J'ai l'impression que c'est chaque 5 ans en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ça met aussi l'accent sur la nécessité d'avoir un pays où les lois sont vraiment respectées, un pays où on ne fait pas d'exclusion, un pays où le citoyen est libre, un pays où le citoyen peut faire la politique sans peur d'avoir, on va dire, dans les pieds des bâtons qui ne vont pas lui faciliter la tâche. Très bien. Voilà. Sanoubou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Merci. Vous nous avez fait une infidélité en début d'émission, mais bon, on peut comprendre s'il y a eu... C'est Dame Nature. C'est Dame Nature, d'accord. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver. On s'apprêtait à marquer une courte pause, excusez-moi, et on se retrouve juste après. Le service de gestion des données. 05 et tu auras des réponses. S'il y a plusieurs candidats de l'opposition avec un parti au pouvoir, comment est-ce que, j'allais dire, cette dispersion ou cette division pourrait arranger là? Je regarde, je vois monsieur Jean-Louis Billon, que je vois là maintenant, monsieur Afinguessan, mais tous se réclament de l'opposition. Quels seront donc les avantages d'avoir un tel nombre de candidats de l'opposition et quels seraient les inconvénients, étant entendu que le parti au pouvoir n'a qu'un seul candidat? Voilà là où je voudrais m'arrêter. Est-ce qu'il y a des figures, on l'a posé aux autres analystes ce soir, est-ce qu'il y a des figures dans ces candidats qui marquent quand même, qui marquent votre attention, vous vous dites, ceux-là peuvent jouer les premiers rôles à la faveur de cette présidentielle? Mais je voudrais dire que on est arrivé à des élections où c'était comme une course de chevaux où le tocard a gagné. Je ne qualifie personne de tocard ici, mais je vais dire que, vu la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve, on ne sait jamais ce que les Ivoiriens peuvent penser. Sauf que nous avons quelques personnes qui sont des habitués, et il y en a, j'allais dire une personne, pour ceux que je n'ai pas eu, les 6 autres, hier j'en avais 20, et parmi les 20, la personne qui a été déjà candidate que j'avais vu hier, c'était le président Pascal Afinguessan. Donc, il joue sa carte, mais avec son origine, avec j'allais dire les tiraillements, le fait que une forme de fleuve qui a quitté son lit, avec tous ces éléments, est-ce que M. Afinguessan a ses chances? Ben oui, il a ses chances en même temps qu'il peut ne pas les avoir. Cela dépendra du peuple aujourd'hui. Qu'est-ce que pense le peuple de toutes ces candidatures? Je pense que si il y a quelqu'un qui retient mon attention, pas parce qu'il est mon candidat. Non, là vous parlez en tant qu'analyste, pas en tant que citoyen. Tout à fait. Quelqu'un qui retient mon attention, je l'ai déjà vu exposer, je l'ai déjà vu parler. Quand M. Afinguessan parle et qu'il parle de la Côte d'Ivoire, il rentre dans tous les domaines. Vraiment, il sait de quoi il parle. Certainement, pour avoir été déjà Premier ministre et avoir été aux affaires. Mais il dit ce que la Côte d'Ivoire a comme problème, quelles solutions il peut apporter. Mais je pense que à un moment donné, les autres pourront présenter leur candidature, pourront présenter leur projet. Sauf que quand on écoute, il y a certains qui y sont venus, je m'excuse de l'expression, certains y sont venus pour le beige. On en parle dans la deuxième partie. On en parle dans la deuxième partie tout à l'heure. Merci. Arthur Manga, vous voulez réagir? Oui, à deux, trois choses rapidement. Le collègue Xavier Badiou. Xavier parlait tout à l'heure de loi appliquée devant l'exclusion, mais quand la loi elle exclut. Quand vous mettez un code de nationalité, vous mettez un code électoral, vous mettez des conditions, après vous mettez des conditions, vous excluez. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont surpris quand on exclut. Il y a des conditions. Celui qui ne respecte pas les conditions et l'exclut, ça n'empêche, ça ne veut pas dire que la loi n'est pas appliquée. D'ailleurs, c'est parce qu'elle est appliquée qu'elle exclut. Il faut arrêter de jouer avec l'esprit des Ivoiriens en faisant croire qu'une loi appliquée est contraire à l'exclusion. Non. Mais si moi je veux être candidat en France, je ne pourrai pas. Ils vont m'exclure. Si moi je veux être candidat aux États-Unis, ils vont m'exclure. D'ailleurs, là c'est injuste avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, par son histoire, est l'un des pays où les conditions sont les plus souples. Prenons la condition de la nationalité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui,
on est passé de tout ce qu'on avait de grave à père ou mère d'origine ivoirienne et à renoncer à une nationalité. Vous partez dans des pays comme le Gabon, même ta femme nous regarde. On ne peut même pas te marier à une femme qui n'est pas gabonaise. Vous parlez dans des pays comme les États-Unis, il ne faut même pas naître hors du pays. Il n'y a pas plus souple que la Côte d'Ivoire en termes de conditions de nationalité et de conditions même d'élection. Donc, il faut arrêter de faire le procès à la Côte d'Ivoire de l'exclusion. Il y a des gens qui ne respectent pas des règles, qui sont établies, qui eux-mêmes disent qu'ils ne les ont pas lues, ils ne les connaissent pas, mais ce n'est pas la faute à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut arrêter d'accuser la Côte d'Ivoire d'exclusion quand on a les lois les plus souples en termes de nationalité, en termes d'éligibilité. Vous pouvez faire le contrôle. Voilà. Deuxième chose que je vais dire, en fait, non, je pense qu'il y a quand même une différence de vision ou d'objection en fonction d'où on vient. Voilà. Vous allez voir quelqu'un. D'ailleurs, quand vous regardez en réalité le programme, par exemple, prenons le programme d'Henri Konan Bédié en 95, qui était un programme assez libéral, axé sur les infrastructures, les 12 centimes de défense d'Afrique, sur ICI en Côte d'Ivoire, l'investissement, etc. Comprenez le programme de Laurent Gbagbo, c'est un programme de gauche, de refondation, axé sur l'école gratuite, la décentralisation, la justice. Effectivement, en fonction d'où vous venez, en fonction de vos convictions, ça va un peu impacter sur le programme. Dernier point, c'est sur Philippe Grégoire-Yassé, héritier, non. Philippe Grégoire-Yassé, je pense que la citation de Bion n'a pas grand chose à voir avec Philippe Grégoire-Yassé. D'abord, Yassé, il était certes en position de président de l'Assemblée nationale, mais toute la décennie 70, il sentait déjà la menace de Bédié, qui était le tout-puissant ministre de l'économie et des finances. D'ailleurs, en 77, Yassé prend le pas parce que Bédié est chassé du gouvernement, mais l'élection de 1980 tranche un peu entre les deux. Et l'élection législative de 1980, c'est l'une des élections les plus démocratiques qu'on a eues, parce qu'il fallait avoir pour la première fois, au sein du PDCRDA, il y avait cette liberté. Et Yassé incarnait quelque chose d'ancien, et Bédié était quelque chose de nouveau. Et finalement, la tranche bédiéiste a gagné. Donc, il a été gratté d'abord par les unes. Et Bion n'a jamais été pistonné au numéro 2 du PDCRDA comme Yassé l'a été. Il n'a jamais détenu quelque chose de puissant comme Yassé. Donc, la comparaison, c'est vrai que vous êtes peut-être plus bon en comparaison que moi, mais je perçois, puisque vous êtes comparaisonniste, c'est ça, non? Non, je suis pas comparatiste. Comparatiste, voilà. Comparatiste, il ne fait pas de la comparaison. Il fait le pont entre la littérature et les autres disciplines. D'accord, ok, j'ai pensé. Très bien. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Vous avez fini? Très bien. Juste réagir à ce qu'il a dit. Il est historien et j'ai le sentiment que soit c'est l'amnésie, soit c'est de bonne foi qui décide de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Quand il parle de lois qui n'auraient pas d'éléments d'exclusion et autres, la Côte d'Ivoire note, mais ça au-delà de peut-être des débats philosophiques qui veut annoncer ici, il sait de quoi je parle. Je parle du juridisme. Le juridisme qui a lieu en Côte d'Ivoire. Le juridisme, c'est donner justification à des choses au nom de la loi, alors qu'on sait que cette loi-là porte préjudice. L'histoire de la Côte d'Ivoire est encore récente, on ne va pas la refaire. Non, il faut la refaire. Voilà. Alors, monsieur, vous êtes en train de m'amener à sortir du conclusion de cette émission, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va rester dans le sujet qui consiste à analyser le balai de candidature à l'ACEI. On va pas faire de débat sur le droit, voilà. On va arrêter là. Arthur Kamenan-Yopoué, c'est à vous. Oui, je voulais juste par rapport aux candidatures, il y a quelque chose qui a empêché l'élégance en politique depuis quand j'observe. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit dans mon propos que j'aime pas trop la position d'opposant. Parce que ce qui a été manifesté, c'est que les opposants, quand ils sont dans leur position d'opposant, même quand le parti au pouvoir fait quelque chose qui est valorisé, peu importe, ils vont apporter une touche de critique dans le sens de déconstruire et que s'ils à leur place, ils allaient faire mieux. Ça a été présenté depuis le régime, le parti unique, en passant par les fondateurs jusqu'au régime RHDP. C'est cette structure-là qui est là. Au point où aujourd'hui, quand vous prenez la parole sur l'espace public, on vous demande vous êtes de quel camp. C'est politiquement marqué. De telle sorte que vous ne pouvez pas parler sans, en tant que citoyen, en tant qu'analyste, en tant qu'objectif, on vous demande toujours vous êtes de quel camp. Et parce que, soit tu es à l'opposant, il faut dire des choses contre ce qui est fait. Et ça s'empêche. Il faut prendre position dans le débat ivoirien. Dans le sens, voilà. Les autres et là, ça empêche l'élégance. Ça empêche l'élégance. Or, ces candidatures qui viennent là sont des
candidature pour nous, hein, qui doit permettre de faire de la politique de sorte à ce que chaque citoyen puisse agir sur la base de sa citoyenneté. Et quand vous remarquez bien, il y a le droit de participer aux affaires publiques qui est reconnu par les citoyens ivoiriens. C'est ce qui amène tous ceux que vous voyez à aller déposer leur candidature parce qu'ils ont le droit. Donc c'est sur ça. Très bien, la fin Wakili. Oui, moi je voudrais, oui c'est vrai, on attendra la liste des candidats qui seront admis, retenus, pour savoir qu'il y a beaucoup de chance, mais il y a un des invités souvent ici qui avait plaidé dans un débat sur Don Melo sur le fait que l'opposition se ressaisisse ou du moins refuse le piège du boycott et apporte un soutien aux candidats de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons peut-être trois. On peut dire, il y a Simone Cissé les retenus, il y a Afingessan, il y a Don Melo qui arrive, il y a Salé Timoko et il y a Billon. Je pense que celui que notre frère appelle les poids lourds, les vrais candidats par rapport à ceux qui s'amusent, ceux-là, on souhaite qu'ils soient retenus. Je ne suis pas aussi péremptoire que Arthur, le maître de conférence Arthur Manga. Je ne suis pas aussi péremptoire que lui. Je souhaite qu'ils soient retenus. Mais au cas où ils ne sont pas retenus, ils ont la possibilité de fabriquer des présidents. C'est possible. Et de signer des accords, de bâtir un programme, de s'asseoir avec eux. Ils ont besoin d'eux. C'est pour ça qu'on voit Afi au meeting. Il tourne. C'est pour ça qu'il a calmé, il a tout fait pour faire la paix avec le président Laurent Gbagbo et le PPACI. Est-ce que ça va porter ses fruits? Il était au meeting. Aujourd'hui, il est candidat. Tout le monde a déposé. Le président Gbagbo va déposer. Le président Tcham a déposé. Afi a déposé. Nous tous sommes pas à quelque chose. Maintenant, pour Afi sort. Les autres n'est pas trouvé, pour les autres ne sont pas. En 2020, on disait qu'il était un traître. On disait qu'il partait pour accompagner. En 2020, il a montré que il a peut-être à sa façon une notion de l'intérêt général qu'il devait donner le CNT. Il a renoncé à être candidat et il a réussi à faire sur le président Bédier. Ils avaient la possibilité d'affronter le président Ouattara. Ils ont renoncé au prix de ce que l'on sait. Je pense qu'Afi n'a pas envie de le refaire. Mais saura-t-il convaincre le président Gbagbo et le président Tcham pour avoir leur soutien alors que Simone Gbagbo est là? Ça, c'est une carte que l'opposition peut jouer. On ne s'y attend pas pour l'instant. Personne ne pense que c'est possible. On regarde. Et dernier point, il y a les législatives qui arrivent. Je le disais ici, en craignant, en prévenant contre tout boycott, je disais que les législatives viendraient en décembre et mars. Finalement, on nous dit décembre. Bon, c'est vrai que les gens ont tendance à dire que nous avons un régime présidentialiste, mais moi je réponds toujours oui, à condition que le président ait la majorité à l'Assemblée nationale. Quand on a un président ivoirien qui n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale, il n'a pratiquement pas de pouvoir. Il est à peu près comme Macron en France. Même s'il a été élu à 100%, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, il ne peut pas valablement gouverner. Il faut donc que les acteurs politiques regardent aussi de ce côté-là. Ça peut créer quelque chose. Très bien. Parce que il n'est pas bon de pratiquer la politique de la chaise vide et il n'est pas bon d'aller dans le boycott et il n'est pas bon de faire le choix de la violence, quel que soit le sentiment d'exclusion que l'on peut ressentir et quelle que soit l'impression que l'on peut avoir par rapport à un certain juridisme présumé. Ce n'est pas toujours la meilleure réponse qui sera de vouloir mélanger. Mélanger, c'est pas la solution. Adieu, Christian. Oui, bon, moi je constate que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a tous soif d'élection. On constate l'engouement qu'il y a au niveau de la commission électorale indépendante. C'est vrai qu'à un certain moment donné, les mois précédents, il y avait plusieurs bruits qui laissaient croire que il y aurait des boycotts, etc., etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'on s'est réjoui de l'engouement qu'il y a au niveau de la commission électorale indépendante, c'est-à-dire qu'on a soif d'élection. Première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'après 2025, ça va être un peu difficile pour certains candidats qui viennent de déposer leur dossier de candidature. Je parle par exemple de Jean-Louis Billon, tu l'as dit, Afi Nguessan, Madame Simone Gbagbo, je pense
Parce que Afi Nguessan, prenons le cas d'Afi par exemple. Lui, il joue gros. Il était déjà candidat en 2015. 2020, sa candidature a été retenue. Malheureusement, il n'est pas parti. Si en 2025, il n'arrive pas à franchir la barre de 5%, je pense que c'est vrai qu'on ne dit jamais qu'un homme politique est fini, mais je pense qu'il peut dire adieu à son avenir politique. Parce qu'il y a des jeunes qui ont faim et on sait aussi qu'au niveau du FPI, il y a plusieurs courants. Prenons le cas de Jean-Louis Biron. Ah, tu l'as déjà dit. Pareil pour lui au PDCI. S'il fait pas un score honorable, ça va être difficile pour lui de poursuivre sa marche au sein du PDCI. Et même en dehors. Et si on prend Simone Gbagbo, je pense que son parti est nouveau sur la scène politique. Je pense qu'elle incarne une gauche chrétienne. Je pense qu'elle peut encore miser sur 2030. Elle est âgée. Oui, même si elle est âgée, peut-être qu'en son sein... Mais il n'y a pas de limitation pour l'instant, il n'y a pas de limitation d'âge dans la Constitution. Hein. Maintenant, autre chose que je constate, c'est au niveau des programmes. C'est vrai que tout à l'heure, tu as essayé d'expliquer que Konan Bédi avait un programme et Afi Nguessan avait un programme. Mais moi, je constate qu'au niveau des programmes, ce qu'on n'a toujours pas, c'est des chiffres. Ils ne nous disent pas, si je veux construire 10 écoles, où est-ce que je peux prendre l'argent pour construire les 10 écoles? Comment est-ce que j'entretiens ces 10 écoles? Je caricature. Mais c'est ce qui manque vraiment dans les différents programmes que nous présentent les candidats. Juste une petite anecdote. Sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui est bien connu sur les réseaux sociaux qui a demandé à tous les aux candidats d'envoyer leur programme pour qu'ils puissent, avec son équipe, essayer de commenter. Bon, au début, il y avait des candidats qui mettaient leur programme. Et lorsqu'ils ont commencé à déchiffrer, silence, plus de projets, plus de programmes en ligne. Donc lui, il s'est posé la question, mais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a commencé à décortiquer les programmes, on a vu que sur les réseaux sociaux, ça a créé des débats. Ça a créé des débats. Je peux même parler, c'est entre Assalé Timoko et Jean Bonnet. Ça a créé des débats de telle sorte qu'aujourd'hui voilà. Donc moi je pense qu'il faut accepter ce débat-là. Quand on veut aller recueillir, on veut aller solliciter le suffrage des électeurs, il faut accepter le débat. Vous voulez proposer quelque chose aux Ivoiriens, venez sur la place publique pour qu'on puisse critiquer votre projet. Ça va vous permettre même d'améliorer votre programme. C'est cela. Merci. Assalé Timoko, que vous avez cité tout à l'heure, qui est l'invité de la quotidienne info, me semble-t-il, le mercredi. On aura à parcourir ensemble ce qu'il compte faire pour la Côte d'Ivoire et nous parler de cette expérience, notamment au lendemain des parrainages. Yassine Nobou, on termine avec vous sur cette question. Merci. Je voudrais réagir relativement aux éléments qu'a donné M. Alafé lorsqu'il disait que si les autres ne peuvent pas y aller, il faut qu'on trouve, par exemple, parlant de voilà. Donc, je voulais donner c'est pas une image, c'est des faits. Pas que nous aimons les images, hein, surtout des philosophes. Tout à fait. Après les élections de 2010, j'étais à l'université de Toulouse, et puis, il y avait une conférence qui se disait sur la Côte d'Ivoire par rapport à la situation qui a prévalu. Et la démonstration qui était faite était la suivante. Au premier tour, le président Ouattara a eu tel pourcentage, le président Bédié a eu tel pourcentage, et le président Gbagbo a eu tel pourcentage. Lorsqu'on associe le pourcentage du président Bédié et celui du président Ouattara, ils battent le président Gbagbo. Mais c'est des calculs arithmétiques, mathématiques qui prouvent. Et ça montre la chose. J'ai simplement dit que les votes en Afrique ne sont pas forcément mathématiques, ils peuvent être sociologiques, comme partout dans le monde. Et je reviens avec ce même chiffre-là pour dire, si tel est qu'on a accepté le principe de ce que 1 plus 1, on peut battre celui qui est resté 1, c'est qu'aujourd'hui, le président Gbagbo et le président Afi, non pas Afi, le président Bédié, le PDCI et le PPACI, s'alliant mathématiquement, pourraient aussi, si on va dans ce même sens, parce que c'est ce qui a été démontré, eux aussi ils peuvent battre le candidat d'en face. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas s'associer et puis essayer une telle expérience qui n'est pas forcément qu'ils vont gagner. Je n'ai pas dit qu'ils vont forcément gagner, parce que
On a déjà 26 candidats. Comment on fait pour avoir la majorité avec tout ce monde-là? Et après, je voulais réagir maintenant sur le principe de ce que monsieur Adjelou a dit que ce serait fini pour monsieur Afi politiquement. Vraiment, je suis désolé. J'ai dit que ce serait fini certainement pour ces principes de candidature, ça pourrait être fini. Pour qu'il ne soit plus candidat, mais il pourrait quand même continuer la politique et dans son parti, il pourrait toujours avoir des candidats. Mais politiquement, il peut ne pas être fini. Je souhaite que ce soit ainsi. Voilà. Merci. On ne dit jamais un homme politique, il est... Oui, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, on est obligé de passer au second sujet. Oui, non, mais malheureusement, on est au terme de ce premier sujet. On va maintenant, je vous l'annonçais, hein, on a vu un balai de candidatures. Alors qu'il ne reste que 2 jours aux postulants pour déposer leur dossier, la question des critères de recevabilité se pose avec acuité. Les candidats de moins de 35 ans ou même non inscrits sur les listes électorales sont concernés. Faut-il revoir ces conditions pour garantir l'équité et la transparence du scrutin devant la commission électorale indépendante? Je vous propose de voir ce sujet de Salif Yalekoué. On en parle juste après. Les candidats à la candidature de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, des plus anonymes aux plus illustres, se bousculent à la CEI, la commission électorale indépendante, à 2 jours de la fin de réception des dossiers. Pourtant, c'est depuis le 26 juillet dernier que les bureaux de la CEI étaient ouverts. Une situation inconfortable pour ces candidats qui dénoncent ce fait sur sa page Facebook et souhaitent que le processus soit réformé. Avoir une plage horaire en journée pour déposer son dossier de candidature auprès de la CEI, cela relève de l'impossible en ce moment, tant des dizaines de candidats qui n'ont ni recueilli de parrainage, ni payé de caution, occupent l'agenda. Au nombre des candidats qui occupent l'agenda de la CEI, ceux qui espèrent un miracle ou un coup du sort, notamment les non-inscrits sur la liste électorale et ceux qui n'ayant pas collecté les parrainages requis. Alors, dans le débat public sur la politique en Côte d'Ivoire, on se pose la question suivante. Moi, j'utilise les mots que les Ivoiriens utilisent. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le code électoral pour empêcher des candidatures qui sont perçues comme étant des candidatures fantaisistes? Quand on sait par exemple qu'on n'a pas l'âge requis pour être candidat à l'élection présidentielle, est-ce que la CEI devrait réceptionner ce dossier de candidature? Quand on n'a pas payé le cautionnement de 50 millions, est-ce qu'on devrait se voir reçu par la CEI? C'est un débat qu'il faut faire. Kamena Arthur Yoboué. Moi, je m'étonne d'autant plus que la CEI est, dans son fonctionnement, dirigée par un juriste et qui a l'habilitation d'appliquer la loi. Est-ce que la loi le lui impose? Non. C'est ce qu'il faut voir. C'est ce que je suis en train de dire. La loi ne lui impose pas. Mais je dis que pour être candidat, il y a un certain nombre de critères qui sont donnés. Le principe, quand celui qui vient faire acte de candidature ne remplit pas les critères, qu'est-ce qu'on fait? On rejette sa candidature. Bon, ça c'est mon point de vue. On rejette sa candidature. Mais avant d'intervenir ici, je voudrais souligner que quand vous regardez le processus de parrainage, il a été mis en évidence pour annuler en griffe, empêcher certaines candidatures dites fantaisistes. Mais justement, ça n'a pas empêché que des acteurs qui ne remplissent pas les conditions ni en termes d'âge, ni même ayant payé selon le reportage que j'ai vu, la caution puisse faire acte de candidature. Donc, ma position c'est que quand celui qui vient déposer les dossiers, lorsqu'il ne remplit pas les conditions, il ne doit même pas être reçu. Voilà. Il doit avoir un checking point avant de s'assurer qu'il remplit les éléments avant de venir. Ce qui aurait évité à l'un des candidats de faire cette publication pour en griffe discréditer un peu le processus et puis chez la commission même qui organise les élections. Donc pour moi c'est vraiment un principe de justice. Quand vous dirigez, vous regardez, celui qui ne remplit pas les conditions, il ne dépose même pas son dossier. Alors Fouaki, vous partagez cet avis? Bon, le problème est un peu complexe. Hein. Pourquoi? On rejette sa candidature à quel moment? Oui, on rejette sa candidature quand on examine. Maintenant, quand on examine, pour pouvoir examiner, il faut le recevoir. Il faut le recevoir, constater qu'il n'a pas 35 ans. Donc, d'abord le recevoir, on ne le reste pas à la porte, donner sa carte d'identité, bon, tu as 24 ans, tu n'entres pas. Donc, il faut d'abord recevoir, regarder, et puis quand on a fini de recevoir, on rejette. Maintenant, quelle est l'instance qui rejette? Il y a un débat.
L'article 48 du Code électoral dit ceci. Tout Ivoirien qui a qualité d'électeur peut être élu président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après. Donc, peut être élu. On ne dit même pas peut être candidat, on dit peut être élu. Donc, comment il peut être élu, être candidat? Tout Ivoirien qui a qualité d'électeur, ça pose un premier problème. Ceux qui n'ont pas qualité d'électeur, est-ce à dire qu'ils ne peuvent pas être élus? Si oui, on constate aujourd'hui ce qui se passe. Tout cela est né, mais de toutes les façons, en général, le vice-président de la CI était ici. La question lui a été posée, je crois, par le passé, quand il fallait avoir 40 ans. Les candidats n'ayant pas 40 ans ont déposé leur dossier, ça a été reçu et transmis et après rejeté. Donc c'est pas nouveau. C'est pas une première fois que la CI prend les candidatures de tout le monde. Et la question s'est davantage posée parce que la loi est appliquée par tout le monde. Tout le monde doit appliquer la loi. Tu n'es pas sur la liste électorale, mais si tu estimes que tu as le droit d'être candidat, que tu vas déposer, on reçoit. Et le débat qui a été posé par certains partis politiques et juristes était de savoir si la CI avait la compétence de se substituer au Conseil constitutionnel en se prononçant sur la recevabilité ou dire, monsieur, vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas être candidat, donc je ne transmets pas. Il se trouve que dans le dispositif que nous avons, la CI n'a pas cette prérogative, comme dans d'autres pays, on vient de voir ce qui s'est passé au Cameroun, de sorte à laisser la latitude au Conseil constitutionnel de statuer en dernier ressort et de publier la liste des candidats. Comme cela se fait pour toutes les élections en Côte d'Ivoire, sauf pour l'élection présidentielle. Pour toutes les élections, la CI reçoit les candidatures et publie une liste provisoire à charge pour ceux qui ne sont pas d'accord de faire un recours au Conseil d'État pour les législatives et les municipales, au Conseil constitutionnel pour les sénateurs et les députés, et dans le cas échéant, la CI publie une liste additive ou une liste définitive pour l'élection. Dans le cas de l'élection présidentielle, tel n'est pas le cas, sur la base, je crois, des articles 50, sur la base, je retrouve 52 et 56 du Code électoral, qui ne permettent même pas à la CI de faire quoi que ce soit. L'article 56 dit, dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que la CI doit transmettre. Mais en même temps, on dit, article 57 est rejeté toute candidature qui n'est pas conforme. Rejeté par qui? Par le Conseil constitutionnel. Ça ne donne pas la latitude à la commission électorale de le faire. Mais dans mes recherches, avant de venir à cette émission, j'ai trouvé un article dans la Constitution. Et je me suis demandé si j'ai pas une ancienne version de la Constitution, elle date de 2020, pourtant il y a eu des modifications. Voici ce que l'article 127 dit. J'ai essayé de solliciter des expertises avant de venir, j'ai pas eu de retour, mais je donne ça. Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. On est d'accord. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle 15 jours avant le premier tour du scrutin, après que la commission indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidatures. Article 127 de la Constitution. Mais dans le code électoral, le délai c'est 45 jours avant. Il y a eu des modifications, je ne sais pas à quel moment c'est intervenu. On voit que la Constitution mérite d'être actualisée parce que si cette version de l'article 127 dans le formulaire de 2020 de la Constitution que j'ai est authentique et que j'ai la bonne version, on voit bien que la CI avait la possibilité de vérifier et de proposer une liste provisoire. Or, le code électoral ne le permet pas. Le code électoral est une déclinaison de la Constitution et qui rend applicables les dispositions de la Constitution. On voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'on aura l'occasion certainement de demander aussi bien à des constitutionnalistes qu'à la commission électorale indépendante qui est chargée de l'application du code électoral. Ali, avant de venir au sujet, permettez-moi une petite digression par rapport au commentaire du professeur Nougou sur l'élection de 2010. D'abord, quand un leader appelle à voter, c'est pas systématique. C'est pas parce que mon leader a appelé à voter que je vais voter systématiquement. Il y a tout un travail qu'il faut faire. Et quand vous prenez 2010, à partir de 2004, le PDCI et le RDR
déjà dans ce qu'ils appellent le G7 et ensuite le RHDP, commençaient à travailler ensemble. Les militants de ces partis se retrouvaient déjà. Et entre les deux tours, le PDC ne s'est pas arrêté à dire allez voter. Henri Conan Bédier, ses directeurs de campagne, ont fait une action, ont été en plein dans la candidature du RHDP. Et ça a été pour beaucoup dans le report massif. Et ce report massif, vous le constatez en prenant même n'importe quelle ville sur les résultats validés par Yaoundé. Vous voyez les reports. Mais je termine. Le bien, c'est de nous faire croire que le PDC de 2010 c'est le PDC d'aujourd'hui. Le PDC de 2010 n'a rien à voir avec le PDC d'aujourd'hui. Il y a qu'à voir par exemple par le nombre d'élus. Aujourd'hui, le PDC n'a qu'une vingtaine de maires. En 2010, même en 2018, ça, ils en avaient une cinquantaine. Le PACI, je crois, même pas une dizaine de maires. C'était pas le cas. Donc, dire qu'aujourd'hui, si le PDCI, le PACI se mettent ensemble, ça tient pas parce que on n'a pas les mêmes, c'est loin, on n'a pas les mêmes forces, on n'est pas dans le même contour. Il y a 15 ans, beaucoup d'eau coulé sous le pont. En revanche, l'élection venant pourra nous permettre de mesurer les forces en présence si jamais ils sont candidats. Pour revenir au sujet, les conditions du dépôt à la CEI. Déjà, je partage l'idée de Assali. Je pense qu'il y a déjà un petit flou artistique qu'il faut pouvoir préciser. Moi, je pense que la CEI aujourd'hui se comporte un peu comme une boîte aux lettres. Je viens, je pose, je m'en vais. Elle fait même pas un minimum. Or, dans toute institution chargée de recevoir des dossiers, on fait minimum. Comme tu veux qu'on en parle, on pourra en parler, mais moi, je suis maître de conf, quand je vais vouloir passer pour cette titulaire, en allant déposer mes dossiers, si on demande 2 thèses, si j'ai pas la 2 thèses, l'université ne prend même pas mon dossier pour l'amener au CAPES. Voilà. C'est la même chose si vous passez le concours de gendarmerie. Quand on vous dit le brevet, là, nous, vous venez de déposer, le gars, il contrôle au moins si vous avez un brevet. Mais il y a des gars, on commence à dire, il faut être électeur, ils ne sont même pas en point le dossier. Il y a des gars qui n'ont même pas de parrainage. Et c'est fatigant. Parce que moi, je parle avec un gars comme Assali aujourd'hui, où les parrainages, c'est fatigant. Tu as plus de, quand tu finis, il faut remplir les dossiers, tu te tapes tout ce boulot-là. Alors que les gens se baladent, ils prennent un certificat de nationalité, ils veulent faire des photos. Donc moi, je pense qu'il faut aussi permettre à la CEI d'aller au-delà, de vérifier ne serait-ce que la forme du dossier. On demande, par exemple, la caution de 50 millions, est-ce que vous l'avez? On demande le parrainage, est-ce que vous l'avez? Après, le Conseil constitutionnel va regarder dans le fond. Mais pour regarder la forme, pour valider, il faut qu'on donne au moins ce pouvoir à la commission électorale indépendante. Ça va dissuader. Parce que le gars, il va savoir que quand je vais venir sans ma caution, on va le prendre. On va pas le prendre. Mais puisqu'il sait qu'on peut le prendre, il peut faire une petite photo, il peut faire une conférence de presse, il peut même se mettre en scène pour venir. Mais j'aurais su peut-être que si je rentre ce soir, jusqu'à mercredi, comme on n'a pas le temps, je me garde peut-être que je vais appeler à la CEI et puis aller me faire voir un peu là-bas, si j'en ai l'occasion. Donc il faut permettre à la CEI au moins, déjà avant le parrainage, le président de la CEI avait déjà dit pour la fiche de parrainage, il n'allait pas l'attribuer à tout le monde, il fallait être électeur. Et au dernier moment, ils ont fait un rétro-pédalage. Et tout ça, ça crée des tensions. C'est tout ça qui permet à des gens aujourd'hui de dire qu'on peut exclure. Si on avait déjà appliqué ce minimum-là, ceux qui étaient électeurs, par exemple, n'allaient pas perdre de temps à les recevoir, parce que ça ne sert pas à grande chose. Voilà. Très bien. Vous avez quoi, Dio? C'est à vous. Oui. Alors, c'est un problème complexe que vous soulevez, parce qu'il y a 2 thèses qui s'opposent. Bien sûr. Voilà. Il y en a, comme moi par exemple, qui estiment que la solennité de l'événement qu'est l'élection présidentielle commande qu'on mette du sérieux dans ce qu'on fait. Donc cela va aussi avec, ce sérieux-là va avec être trié en amont. Et c'est parce que sur la forme, voilà, des éléments physiques constitutifs du dossier à nous soumis, ne pas dire soumis à la CEI déjà, ce tri peut être fait là. Moi, je discutais avec quelqu'un qui a une idée qui dit, est-ce qu'on peut pas faire une sorte de préinscription en ligne sur le site de la CEI qui permettrait à la CEI d'évaluer les pièces, notamment le cautionnement, les parrainages, et à ce moment-là, quand vous êtes habilité à être reçu à la CEI, vous verrez, mais cela impose, cela commande qu'on revise justement le code électoral. Je vous laisse poursuivre. Mais en même temps aussi, il faut donner la chance aux citoyens qui souhaitent apporter quelque chose à son pays. Et c'est parce que pour la symbolique, voilà, de venir, il peut venir avec ses idées, il peut, par tout autre moyen, si vous voulez, aider à faire prendre conscience des idées qu'il veut pour son pays. Donc à ce niveau-là aussi, il y a cette tendance-là qui estime que voilà, il faut donner la chance aux citoyens. Il ne faudrait pas qu'on fasse la part belle à une catégorie, voilà, de personnes, à une certaine couche. Je crois que le professeur docteur Dufran Kwao parle plutôt de plutocratie, voilà, parce que ça va favoriser
les individus puissants, voilà, et mettre de côté riches, voilà, et mettre de côté ceux qui ont des idées. Et en même temps, comme l'a dit le DG à la fin, c'est aussi faire le travail du Conseil constitutionnel à leur place. Donc finalement, laissons tout le monde aller déposer son dossier. Il va falloir trouver une synthèse, voilà, pour voir comment on peut faire pour éviter ce qu'on appelle les candidatures fantaisistes. Encore que, on ne sait pas sur quoi repose le critère fantaisiste. Quand on dit fantaisiste, est-ce c'est parce qu'il n'a pas 50 millions? Est-ce c'est parce qu'il a un nœud papillon avec un blazer marron? Est-ce que quand on a un nœud papillon, on n'a pas de belles idées? Non, on n'a qu'à se souvenir de Lincoln, Abraham Lincoln, qui était comme un bouffon, mais quand il a pris la parole, voilà. Bon, attention. Oui, justement, c'est ce qui, quand vous prenez ses biographes, voilà, c'est ce qui est mentionné, mais qui a... Le fantaisisme peut être aussi qui refuse le juridisme, qui n'est pas sur la liste électorale. Bon, alors, on va rouvrir ce débat. Dis-le, Christian, c'est à vous. Oui, merci, M. Dirassouba. Le système électoral ivoirien est régi par le code électoral. Je précise que c'est le juriste qui parle. Et par la constitution ivoirienne. Ok, on a, par exemple, au niveau du code électoral, l'article 52, il est bel et bien écrit ici que la commission électorale indépendante est chargée de recevoir les candidatures et de les transmettre au conseil constitutionnel dans les 72 heures avant la clôture du dépôt. À la lecture de cet article-là, tout porte à croire que le conseil constitutionnel la commission électorale indépendante se borne juste à recevoir les candidatures et de transmettre. Or, quand on remonte plus haut, au niveau, par exemple, des conditions d'éligibilité de candidature, on a l'article 43, on a l'article 48, 49, 50 du code électoral. Pour l'article 43, déjà à la fin, on va parler de ça, on nous dit quoi? Que l'article 43 du code électoral dispose que le candidat doit jouir de ses droits civils et politiques. Ok. Il doit être âgé d'au moins de 35 ans, être exclusivement une nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien, et puis l'article 48 réaffirme que tout Ivoirien ayant la qualité d'électeur peut être président, sous réserve des inéligibilités. Ce qui revient à dire que, à partir du moment où moi, je n'ai pas 35 ans, et que je me rends à la commission électorale indépendante pour remettre mes dossiers, mais la CEI ne peut pas se borner juste à recueillir les dossiers. La CEI doit faire d'abord un premier tri, vérifier, savoir que conformément au code électoral que je suis censé moi-même appliquer, parce que c'est vrai le conseil constitutionnel applique, mais la CEI aussi, puisque le code électoral régit aussi le fonctionnement de la commission électorale indépendante. Donc un premier tri pour savoir que vous n'avez pas 35 ans, on met déjà le dossier de côté. C'est-à-dire que le dossier est incomplet. Vous n'êtes pas électeur. Donc, voilà, si vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous n'êtes pas électeur. Donc, je ne peux pas recevoir un dossier alors que vous n'êtes pas sur la liste électorale. Donc, le premier tri devait se faire déjà à ce niveau-là. Donc, la commission électorale indépendante, c'est-à-dire la loi même prévoit déjà toutes les conditions. Les conditions, ils sont requises. On nous dit encore aux articles, il y a d'autres articles. Procédure de dépôt et pièces requises. Article 51, 53 et 54 du code électoral. Le dépôt de candidature est soumis à des formalités strictes. L'article 51 exige une déclaration de candidature signée et légalisée, ainsi qu'un parrainage pour une liste d'électeurs représentant au moins 1% de l'électorat. L'article 53 détaille les informations que doit contenir la déclaration de candidature. Nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, filiation, domicile, profession, parti politique, couleur, sigle, symbole et détail du parrainage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'a pas le parrainage, je n'accepte pas sa candidature, je n'accepte pas son dossier. C'est aussi simple que ça. L'article 54 liste même les pièces obligatoires à joindre au dossier. Extrait d'acte de naissance, certificat de nationalité, extrait de casier judiciaire, attestation de régularité fiscale et copie de reçu du cautionnement. Mais quand il vient déposer son dossier et que je n'ai pas le reçu de cautionnement, c'est un dossier complet que je ne reçois pas. Donc, pour revenir à l'article 52, lorsqu'au niveau de l'article 52, on dit la CEI, la commission électorale indépendante, transmet les dossiers de candidature, c'est uniquement les dossiers complets qu'elle doit transmettre. Donc, la loi prévoit déjà même les propres mécanismes à l'interne pour que la commission électorale puisse faire son travail. Le président de la commission électorale nous dit qu'il faut une application intelligible
de la loi. Mais moi, je pense qu'il a toutes les conditions ici pour faire une application intelligible de la loi. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Diallo Christian. Yassine Nobou. Mais moi, je voudrais dire que normalement, la question ne devrait pas se poser, à mon sens, parce que lorsqu'on parle d'une liste provisoire que la CEI établit, ça veut dire que normalement, elle a eu le temps d'écumer, de regarder et de pouvoir établir cette liste-là. Parce que même quand vous faites des examens dans des institutions, je crois, là où il y a des notes qui sont notes éliminatoires. Si vous avez des notes en dessous de, ça peut être 7 par exemple, si vous avez des notes en dessous de 7, c'est fini, vous ne partez pas. L'ancien bac, avant nous, on avait des aînés qui allaient à l'oral. Mais pour aller à l'oral, il faut avoir eu un certain nombre de points. Mais je pense que c'est des choses qui doivent se faire. Je pense aussi que la CEI a les textes qu'elle doit pouvoir lire et appliquer. Mais elle fait autre travail que de faire ce qu'elle doit faire. Parce que là, on lui donne toutes les attributions et la CEI dit non, je ramasse tout et j'envoie au Conseil constitutionnel. Mais là où la CEI ne doit pas se prononcer, elle va se prononcer. Mais voilà, là où vous avez vos compétences, travaillez là, maintenant, déposez les dossiers qui sont recevables, j'emploie le mot recevable. Lorsqu'ils sont recevables, vous les déposez. Et puis, c'est vrai, vous avez vu là que c'est marqué avoir au moins 35 ans. Mais un enfant qui a 12 ans, il vient déposer son dossier. Et puis vous dites, comme moi je suis CEI, je prends tout et je dépose. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faites le travail pour lequel vous êtes là et ne faites pas le travail des autres. Très bien. On espère avoir le président de la CEI ou un autre cadre de l'institution les jours à venir pour éclairer notre lanterne sur ces sujets qui font débat dans la société ivoirienne. Le lundi dernier, le vice-président de la CEI, Alain Dougou, nous a fait l'honneur d'être le premier invité de la quotidienne info. On espère avoir le président Ibrahim Kibier Koulibaly lui-même les jours à venir. Messieurs, on va marquer une courte pause et vous permettre d'attribuer vos cartons en revenant sur un débat qui a fait mouche sur les réseaux sociaux cette semaine. Le service de gestion des données géoscientifiques de la SODEMI existe depuis 1962. Grâce au travail des femmes et des hommes de la SODEMI et grâce à un matériel de pointe, chaque année, plus de 160 compagnies dans le domaine minier sollicitent ce service. SODEMI, plus de 60 ans au cœur du développement minier de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranoso qui moi j'attaque avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Mais tu connais les équipes fortes du moment. Nombre de cartons jaunes, j'ai en haut, tu ne paries jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Les OneXBet, c'est hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent c'est toujours bien. Bonjour. Site de paris sportifs en ligne, 100% fiable. En spécial, Jar Industrie à vous couper le souffle. Des logements confortables, moins chers, livrés clé en main. En pièces à partir de 15 000. Tout le monde a peu de dormir là. Thomas. Avec un garage, un séjour lumineux. Thomas en train de dormir, on dirait. Principal avec ça. Thomas. Line 0703 94. Je l'appelle. 12 42 42 42. C'est pas aussi grave. Là, c'est va se répondre. Je me suis rendu compte que toute la nuit, on était en train d'écouter le panel, tu vois. Même si c'est aussi en train de dormir, là, je crois. C'est pas facile, hein? Pas facile, mon frère. La joie d'une autre vie qui commence. Heureusement, j'ai cotisé pour ma pension de retraite. L'assurance d'être protégé contre les risques de la vie professionnelle. Heureusement que j'ai cotisé contre le risque de capacité. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Le paludisme, communément appelé Djokwadjo en Côte d'Ivoire, est une grave maladie. C'est vrai qu'on est habitué à en souffrir et à en guérir, mais en réalité, c'est un grand tueur. Savez-vous que le paludisme tue chaque jour au moins 5 enfants en Côte d'Ivoire? Le paludisme affecte aussi les études des élèves, fait perdre beaucoup d'heures de travail aux
entreprises, aux braves planteurs et commerçants du pays. Il faut que ça cesse. Gagnons le match contre le paludisme en dormant sous des moustiquaires toutes les nuits. Grand jeu rentrée scolaire sur NCI tente de gagner 250 000 francs CFA chaque semaine. Pour jouer, NCI par SMS ou 80 000. Faut appeler le Soma, ça va passer au débat là. Faut appeler le Soma. Apparemment, il doit là. D'ici vacances. N'oublie pas, plus tu joues, plus tu multiplies tes chances de gagner 250 000 francs chaque semaine. Grand jeu rentrée scolaire sur NCI.